Merci beaucoup. Donc c'est à moi de commencer. Je suis très heureuse de pouvoir rêver un tout petit peu avec Geneviève Lacambre ici. Et je voudrais offrir cette fée indienne à Peter Cook. Peter Cook qui a beaucoup écrit sur Moreau et tout cela avec mon souvenir amical. Et donc, dans l'une de ses notes, Gustave Moreau se définit comme un assembleur de rêves. Et certains de ses contemporains l'ont vu comme un alchimiste en train d'opérer des magiques transmutations. Huysmans parlait de féerique apothéose. Et c'est de l'une de ces féeriques apothéoses que je souhaite vous parler aujourd'hui. Une féerie orientale qui, partant de l'Inde, se métamorphose progressivement en autre chose. Et je vais donc vous raconter l'histoire d'une petite fée qui vole dans les ciels sans toutefois la capturer, sans l'emprisonner dans une analyse qui lui enlèverait la possibilité de voler à nouveau. Un peu comme l'on fait avec les papillons lorsqu'on touche leurs ailes. Et nous allons donc nous interroger brièvement sur les éléments symboliques auxquels Moreau a confié les secrets de la signification de cette composition. Gustave Moreau ne s'est jamais rendu en Orient, mais comme les montrent bien ces deux célèbres Salomé, il a bâti dans son esprit, en combinant de manière étonnante, des éléments puisés dans les nombreuses sources littéraires et modèles iconographiques qu'il avait à sa disposition, comme vous l'expliquera tout à l'heure Geneviève Lacambre. Notre fée apparaît pour la première fois à Gustave Moreau peu après son retour d'Italie, où il est resté de 1857 à 1859. Moreau est désormais imprégné de l'art des maîtres et il est donc attiré par des contrées plus éloignées, peut-être suite aux échanges avec ses amis orientalistes Eugène Fromentin et Narcisse Bercher, qui se sont rendus respectivement en Égypte et en Algérie. Moreau est séduit par l'Inde, mais il n'y s'y rendra jamais, du moins physiquement. Dans une liste de sujets traités ou à traiter qu'il a rédigée, figure à la date 1860 la mention, je cite, d'une magicienne indienne portée par un dragon. On dit que Moreau l'a rencontré en feuilletant un vieux numéro du magasin pittoresque conservé dans la bibliothèque familiale. Et une illustration d'Andrew Best et les Loirs représente, d'après la légende, une asparaza montée sur un chameau fantastique. Les textes expliquent que l'image est en rapport avec un épisode important de la mythologie indienne qui raconte comment les dieux Vishnu libéra les 14 trésors divins engloutis par l'océan pour les rendre au ciel. Le 13e trésor est Remba, l'asparaza par excellence, avec son cortège de 600 asparazas. Et je cite, « toute resplendissante de beauté céleste, parée de joyaux précieux et douée d'une jeunesse éternelle. » L'auteur conclut en écrivant que les asparazas ont la tâche d'égayer les dieux avec leur chant et la musique du sitar. Or, s'il est très probable que Gustave Moreau ait puisé son inspiration dans ces pages, elle n'explique pas à elle seule la genèse de la fée orientale telle qu'il a façonnée dans son œuvre. Comme nous le verrons, il n'a rien retenu de cette gravure, excepté l'idée d'une femme assise sur un animal fantastique. S'il a été plutôt attentif au texte, le nom Asparaza n'apparaît jamais dans ses œuvres. Il est remplacé par le nom
Péri ou par les titres Rêve d'Orient. Si la Péri ressemble à la Sparaza indienne, étant elle aussi une créature féerique, Moreau ne pouvait pas ignorer qu'elle appartient plutôt au panthéon mythologique arabo-persan. Pourquoi s'intéresser à ces personnages? Dans ces débuts des années 1860, la Péri est désormais célèbre grâce au ballet de Théophile Gautier et Burmuller et à l'oratorio de Schumann, créé tous les deux en 1843. Et là, je vous montre la scène la plus célèbre du ballet de Gautier, les pas du songe. Et donc la Péri bénéficie d'une certaine notoriété sur la scène musicale et il est possible que Moreau, dont on connaît la passion pour l'opéra, soit tombé sous son charme. S'il commence à penser à elle au début des années 1860, il faudra attendre l'année 1866 pour qu'il la fasse apparaître pour la première fois sur la scène artistique. Il est évident que dans ses dessins, les souvenirs de la miniature du magasin pittoresque a presque disparu. En effet, d'autres suggestions sont venues se greffer sur ce modèle initial pour conférer au sujet toute sa portée symbolique. Si les costumes de la fée est le fruit de l'étude patiente de miniatures mogholes conservées à l'alors bibliothèque impériale, les dragons a une toute autre origine. Moreau s'est inspiré de l'hippogriffe peint par Ingres dans son Roger et Angélique, dont il a repris la partie intérieure. C'est à ces modèles qui renvoie aussi le manteau volant de la Péri. En revanche, l'idée du personnage transporté par une créature ailée vient probablement des représentations des divinités indiennes, Vishnu et Lakshmi, sur l'oiseau Garuda, ou de la déesse Sarasvati, telle qu'il pouvait la voir, par exemple, dans l'un des ouvrages qu'il consultait à la bibliothèque impériale. Où chercher les étoiles et la fleur que la Péri tient dans la main? Peut-être dans les poèmes barbares de Les Contes de l'Île ou chez Victor Hugo, l'un des auteurs préférés de Gustave Moreau. Dans son poème La Fée et la Péri, Victor Hugo compare la Péri à une fleur et à une étoile. C'est surtout dans les deux derniers vers. La Péri du Salon de 1866 s'envola rapidement chez un conseiller de la cour de Rouen. Moreau se sépara à contre-cœur d'elle et il la fit alors réapparaître chez lui. Elle se matérialisa à nouveau dans une grande aquarelle où l'effet de la bichromie du dessin du salon est obtenu grâce à l'utilisation d'une palette réduite saupoudrée d'or. Les yeux de la fée, qui étaient entr'ouverts dans les dessins du salon, sont maintenant fermés comme pour exprimer la nature onirique de sa vision intérieure. Les cadres, richement décorés, qui reprend les motifs de la grammaire de l'ornement d'Owen Jones, a été ajouté en vue de la transposition de l'aquarelle en émail. Plus tard, Proust reconnaîtra dans la petite fée magicienne l'un des archétypes de l'imaginaire de Gustave Moreau, les poètes. Nous y reviendrons. Proust ne savait pas que Moreau avait peint sa petite musicienne sur un éventail destiné à son amie Alexandrine Adélaïde Dureau. L'idée délicate de représenter la fée volante sur un objet en rapport avec l'air va de pair avec les raffinements extrêmes de l'exécution qui créent un effet de peinture en camailleux. L'iconographie de la Péri est toujours la même, mais les petits oiseaux qui volent devant la fée dans les versions précédentes de ces sujets se métamorphosent progressivement
comme les montrent les études préparatoires. Dans la version finale, il est remplacé par 2 cigognes avec des serpents dans les becs, tandis qu'un cygne vient s'ajouter au groupe. L'intention symbolique de l'image s'enrichit et se précise. Depuis l'Antiquité, la cigogne tuant les serpents est un symbole de la victoire du bien sur le mal et plus particulièrement de la vertu filiale et conjugale. Cette signification épouse parfaitement la fonction de l'éventail destiné à la bien-aimée de l'artiste. En outre, elle convient très bien à la Péri, qui est une fée qui s'élève de la gangue de la matière pour voler vers le monde divin. Là, elle chante en jouant de la musique. Les signes qui la suivent viennent renforcer cette signification puisqu'il s'agit de l'oiseau d'Apollon et Moreau l'associe souvent à la divinité et à la poésie. Il n'y a pas de plus beau chant que celui du cygne mourant, raconte Platon et Pline l'Ancien. Quant à la créature polymorphe qui transporte la Péri, on peut rappeler que dans l'imaginaire de Gustave Moreau, les griffons, gardiens des mystères sacrés, et les compagnons habituels de la fée ou des personnifications des facultés imaginatives. Toutes ces figures représentent les élans créateurs de l'âme avec ces risques de tomber dans les abîmes de l'esprit, comme le montre bien la célèbre aquarelle La Chimère que Moreau réalise en même temps que la Péri. L'exposition universelle de 1867 et puis celle au Palais de l'Industrie en 1873 offrent à Moreau des occasions extraordinaires pour approfondir ses connaissances de l'art oriental. La Péri s'impose à nouveau à son attention entre la fin de 1870 et les débuts des années 1880, lorsqu'il travaille à la suite d'aquarelles qui illustrent les fables de La Fontaine. L'aquarelle du frontispice, représentant la fable, propose à nouveau l'iconographie qui montre une jeune femme transportée dans les airs par une créature fantastique. On retrouve la même pose dans l'aquarelle illustrant la fable du pan se plaignant à Junon. Dans l'éblouissante aquarelle qu'il réalise vers 1882, la Péri est une charmante rêveuse à demi allongée sur un dragon qui, tout en ayant un aspect plus traditionnel, n'est pas un dragon comme les autres. Moreau l'a trouvé dans son inépuisable répertoire d'images et d'idées, les magasins pittoresques. Sur 2 études à la plume sur calque, il a pris les soins de marquer les pages de la revue qu'il a calquée. À propos de l'oiseau étrange dont il a repris la tête pour son dragon, il a noté, au-dessous de l'année du numéro de la revue et de la page, Simorgue Anka, manuscrit arabe, oiseau merveilleux connaissant l'avenir. Et l'illustration du magasin pittoresque est accompagnée de 7 légendes. Les simorgues ou Simorgue Anka, tirés d'un manuscrit arabe. Cet oiseau merveilleux, dont les plumages brillaient de toutes les couleurs imaginables, possédait non seulement la connaissance de toutes les langues, mais encore la faculté de prédire l'avenir. Ce croquis de Moreau est un bon exemple de sa manière d'assembler ses rêves et finalement de sa méthode de travail. Son attirance pour tel ou tel modèle dépasse très souvent l'aspect formel pour investir sa valeur signifiante. Si Moreau s'intéresse au simorgue, c'est parce qu'il s'agit d'un oiseau magique. Et parmi ses pouvoirs, celui qui l'intéresse est sa faculté prophétique. N'oublions pas
que c'est aussi les pouvoirs d'Apollon, les dieux de la poésie, et la faculté que Moreau attribue au poète et à l'artiste. Cette faculté convient très bien à la Péri, qui est une fée musicale et poétique. Pour Moreau, la poésie est l'essence intime de la peinture, qu'il aime définir comme poésie muette en reprenant la célèbre définition d'Horace que Léonard da Vinci avait fait sienne dans les traités de la peinture. Au fil des années, le symbolisme de la Péri s'est déployé presque comme l'éventail sur lequel Moreau l'avait représenté pour sa tendre amie. Si elle est toujours la fée de la mythologie orientale, elle devient progressivement une figure paradigmatique de la poésie, l'alter ego oriental de la muse. La Péri transpose alors en image l'idée de l'esprit qui s'élève grâce à l'art, une image de l'inspiration et de la vision intérieure exprimée par les yeux clos. C'est l'un des thèmes clés de l'œuvre de Gustave Moreau, celui de l'inspiration du poète. Dans ces glissements progressifs de signification, l'identité de la Péri s'efface derrière les concepts dont elle est l'expression. L'aquarelle ne s'intitule plus la Péri, mais Rêve d'Orient. Voilà les deux versions, donc dans deux collections particulières. Un Orient qui est moins un territoire géographique que l'espace d'une temporalité paradoxale. Les rêves est devenu les véritables protagonistes puisque son pouvoir créateur s'identifie au pouvoir démiurgique de l'art. La fée endormie s'élève du monde aquatique et fleuri que l'artiste a patiemment composé après de longues séances d'études au jardin de plantes. Il avait lu dans les dictionnaires de la fable de Noël, l'un de ses instruments de travail, que les fleurs aquatiques, telles les lotus et les nymphéas, sont en rapport avec les soleils, puisqu'elles s'ouvrent au lever de l'astre et se referment à son coucher. Il avait lu aussi qu'en raison de son parfum suave, les lotus étaient l'attribut du dieu égyptien du parfum. En Inde, les lotus étaient la fleur de la déesse de la beauté, Lakshmi, et de ses déesses qui aident à développer la richesse intérieure. Si Moreau offre cette fleur sacrée à d'autres héroïnes de son panthéon pictural, dans les mains de la Péri, elle est souvent blanche et parfois rouge. Ici, elle est exceptionnellement bleue. Et bien avant les aventures de Tintin, les lotus bleus possédaient une signification spirituelle liée à l'ascension et à l'illumination. Ainsi, une fleur divine au parfum enivrant, une fée qui s'élève vers les ciels, illumination, création, ascension. Sous les couverts exotiques, les messages livrés par Gustave Moreau est encore une fois profondément mystique. L'âme de l'artiste, tout comme celle du rêveur, peut s'élever vers le monde divin pour accéder à l'inspiration et à l'état prophétique. Et je voudrais conclure avec les mots de Gustave Moreau. Pour moi, il écrit, « Rien n'est que rêve sur cette terre. Dieu est cet incessant parfum de notre âme, ce qui nous donne l'essence du non-sens de la vie. » Je vous remercie. Bonjour. Après cette analyse poussée qui va du début à la fin de Moreau autour d'un thème, je vais redescendre un peu sur terre où Gustave Moreau
s'il s'intéresse à l'Orient, et j'en reparlerai, s'intéresse aussi au monde de la Grèce, qui est cette année d'actualité. On peut analyser toute son œuvre comme étant un éloge de la poésie, de l'artiste, mais un autre aspect est le héros. Et à travers les personnalités de l'histoire et de la mythologie de la Grèce, Gustave Moreau utilise des moyens d'illustration de ses rêves, de ses intentions, qui sont du même ordre que ceux que vous avez vus à l'instant. Mais Gustave Moreau est un peintre, et Gustave Moreau est un peintre qui nous a légué tout son fonds d'atelier, des œuvres qu'il a faites spécialement pour le musée, sa bibliothèque, ses dessins, et bien entendu, il va aussi à la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque impériale, puis nationale. Il va aussi dans les musées, il visite l'Italie, mais beaucoup de choses sont encore conservées dans sa maison. Et pour revenir sur Terre, je voudrais signaler qu'il possède, sans doute dès 1867, un livre de Charles Blanc qui s'appelle « La grammaire des arts du dessin ». Et dans cet ouvrage important, qu'il a lu très certainement, dans cet ouvrage important, un livre troisième est consacré à la peinture, un art qui, pour Charles Blanc, est arrivé beaucoup plus tard que le dessin et la sculpture. Et la définition qu'il donne en tête de ce chapitre, dans des termes moins poétiques peut-être que ceux que Maurice Denis utilisera en 1890, la peinture, dans sa définition de la peinture des couleurs en un certain ordre assemblé, la définition de Charles Blanc a fait rêver, n'en doutant pas, Gustave Moreau. La peinture, écrit-il en petites lettres capitales en tête de ce chapitre, la peinture est l'art d'exprimer toutes les conceptions de l'âme au moyen de toutes les réalités de la nature, représentées sur une surface unie, comme la surface plane de Maurice Denis, dans leur forme et dans leur couleur. Mais pour arriver à exprimer ses idées et ses rêves dans leur forme et dans leur couleur, vous avez vu avec l'exemple de la pairie et de l'inspiration combien Moreau a besoin de sources variées qu'il utilise directement ou indirectement. Le premier exemple que je voudrais montrer n'est pas inédit du tout, mais vous voyez là, à gauche, 2 feuillets d'un petit livre qu'il achète après l'exposition universelle de 1867 dans une boutique de la rue de Rivoli qui va devenir célèbre, 220 rue de Rivoli, chez Monsieur Dezois. Monsieur Dezois meurt en 1870. Donc il l'a acheté avant, et sous l'étiquette de ce marchand, il y a l'étiquette de l'exposition universelle de 1867. Ce livre, constitué pour l'exportation par les Japonais, contient des triptyques dont on ne peut voir à la fois que 2 pages, 1-2, puis 3-1, etc. Ici, nous avons 3 à droite et 1 à gauche, 1 où nous voyons une jeune servante du prince Genji, cachée au revers, en train de lui offrir une coupe de saké. Sur la rivière, le Genji est un roman médiéval, c'est comme l'Iliade pour les Grecs, pour nous est un roman médiéval japonais. Le prince Genji est donc là au bord d'une rivière où sur une barque de belles dames sont installées. Regardez un peu ce qu'il en fait. Il peint au début des années 70, peu après l'acquisition de ce livre, une Sappho
la poétesse grecque, qui se demande au sommet de son rocher, que faire? Est-ce que je me jette ou non dans le vide? Et cette Sappho a les deux mains exactement comme celles de la petite dame dans le bateau au fond, à gauche, tandis que son costume est décoré de fleurs qui sont reprises de la ceinture, le hobby, de la servante au premier plan, sur un fond bleu qui est le fond de sa robe. Il a introduit dans un sujet grec des éléments japonais contemporains, car ces estampes sont du début des années 1860. C'est un exemple, on pourrait broder sur le thème de Sappho, qu'il représente aussi en train de tomber dans le vide, mais je voudrais aborder un autre cas qui est celui du tableau qu'il prépare au même moment, peu après la guerre et la commune, qui l'ont toutes les deux complètement horrifié. Et le tableau qu'il prépare pour un futur salon, celui de 1876, c'est Hercule et l'hydre de Lerne. Hercule est donc un héros grec dont il va illustrer un certain nombre de travaux, et un héros grec qu'il représente non pas dans l'action, il ne veut pas le faire, mais face au danger qu'il va vaincre. Et en l'occurrence, dans cet épisode des 12 travaux d'Hercule, le danger à vaincre, c'est l'hydre de Lerne. Or, l'hydre de Lerne, ce monstre des marécages qu'il doit exécuter en quelque sorte, cet hydre a la mauvaise habitude d'avoir plusieurs têtes, 5 ou 9, ou même 100 dans la mythologie antique, et lorsqu'on en coupe une, il en repousse 2. Mais comptez le nombre de têtes qu'a ce monstre. Il n'y en a que 7. Et ces 7 têtes, il les a trouvées, non pas dans le magasin pittoresque, mais dans la revue Le Tour du Monde, le 2e semestre publié en 1871 après la Commune. Il y a un seul numéro pour 1870-71. La revue Le Tour du Monde rapporte des voyages variés. Et ici, c'est le voyage de Tony Garnier, militaire, dans l'Indochine de l'époque. Et ce voyageur ramène un certain nombre de vues des temples d'Angkor. Ici, c'est l'allée de ces serpents magiques qui conduit au grand temple d'Angkor Thom. Et à la tête de ces 2 rangs de sculptures, vous voyez un monstre, un serpent, dont le corps est gigantesque, un serpent à 7 têtes. Donc Gustave Moreau va décider que son hydre aura 7 têtes. Et il la représente dans une version aquarellée qui est au musée Gustave Moreau et destinée à son amie Alexandrine Dureux. Comptez, il y a bien 7 têtes. Et Hercule est bien loin, qui arrive en courant. Mais en fait, après, Hercule, dans un certain nombre d'études, va être complètement statique. Au début même, il est accompagné de Iolaos qui doit l'aider dans ce travail difficile d'exécution du monstre de Lerne. Et puis ensuite, je crois qu'il a vu un tableau un peu ridicule au salon où il y avait Hercule et Iolaos au bord d'un marécage d'où émergeait le monstre. Il supprime ce jeune homme et il ne représente plus qu'Hercule. Hercule, la jambe pliée en avant, face toujours à cette bête à 7 têtes qui est un monstre cambodgien. Voici encore d'autres études, et progressivement, il ajoute un rocher
qui devient proéminent, et ce rocher, vraisemblablement, il l'a aperçu. Je crois que c'est le suivant. Non, pas encore, le voilà, le rocher à nouveau. Il l'a aperçu dans le volume 11 de la manga Dokusai, qui était à l'époque connu de tous les artistes. Il a été exposé, le tableau de gauche, comme tel, à Tokyo l'année dernière, à côté de Dokusai. Et voilà la page de la manga Dokusai. La manga Dokusai était connue en France depuis longtemps, depuis le début des années 1860, et ces 14 volumes, publiés entre 1820 et 1849, étaient de tous les ateliers. Vous savez que Bracquemond a copié directement dans la manga les animaux de son service présentés à l'exposition universelle. Mais dans le tableau de Gustave Moreau, dans les études successives du tableau de Gustave Moreau, on voit un rocher percé. Et ce rocher percé, il l'a croisé à Venise en copiant un tableau à la galerie de l'Académie, d'après les 10 000 martyrs de Carpaccio. Et ce rocher percé, il va l'utiliser, comme vous avez vu tout à l'heure, il se sert de tout partout, il va l'utiliser dans la composition des chimères, dont voici une version. Les chimères, cela va tout à fait bien avec le thème du rêve, n'est-ce pas? Les chimères dont il fait une très grande composition, restée inachevée en 1884. Et vous apercevez qu'à travers le rocher percé, on voit une ville. La suivante. Alors, cette tête de serpent, soyons sérieux, il faut les étudier et les faire toutes différentes. Et donc, vous voyez ici les innombrables études de serpents. Je vous en montre quelques-unes, ici plus précises, encore. Individuellement, on les trouve au muséum, soit dans les livres, soit en les observant peut-être dans une cage. Et en voici encore d'autres. Donc, poussé par cette découverte du monstre à cette tête dont il n'a pas compris le sens, car le monstre du Cambodgien est un monstre protecteur, il fait un monstre terrifiant avec 7 têtes de serpent pour ce tableau qu'il présente finalement au salon de 1876. Et le tableau du salon est maintenant à Chicago. Donc, vous voyez comment, mais j'aurais pu vous montrer les centaines de dessins où l'on voit Hercule, le genou plié face au monstre, et finalement, il choisit Hercule, statif, la jambe droite en arrière, face à ce monstre à 7 têtes. Et le tableau est rectangulaire, ces deux forces s'opposent. Mais ayant bien compris les propos de Charles Blanc, pour une autre composition à laquelle il travaille déjà dans les années 1873-75, qui est sous le nom de Porus, ce qui deviendra le triomphe d'Alexandre, il utilise clairement les préceptes de Charles Blanc en considérant qu'une peinture, c'est une surface plane avec ses couleurs en un certain ordre assemblé. Et pour Porus, il pense à cette zone jaune claire qui sera Alexandre, vainqueur de Porus dans l'Inde. Il met une tache rouge, c'est le sang ou l'esprit de la victime, qu'est Porus, et puis une zone claire qui sera un bassin, et enfin de hautes montagnes de l'Inde, dans une composition abstraite et déjà de format carré. Car pour lui, le format n'est pas indifférent. Deux forces peuvent se poser dans un tableau en hauteur, mais la plénitude d'un succès doit être dans un tableau carré. Et si vous
faisiez le tour du musée Gustave Moreau en cherchant les tableaux carrés ou les tableaux devenus carrés, vous verrez que les rois mages sont devenus carrés, que les prétendants est également un tableau d'abord en largeur qui devient carré, et le triomphe d'Alexandre, donc commencé beaucoup plus tard. Les rois mages, c'est vers 1860. Les prétendants, c'est déjà au début des années 1850 et repris après 1880. Il conçoit ces tableaux donc comme des couleurs en un certain ordre assemblées qui vont donner justement la force à la composition finale. Et je vous montre maintenant le triomphe d'Alexandre dans sa forme finale. Vous voyez que les zones, le rouge, le blanc lumineux à droite d'Alexandre, vainqueur dans l'Inde du roi Porus, les montagnes et les temples de l'Inde à l'arrière-plan sont de la même composition que l'esquisse dite abstraite que je vous ai montrée. C'est le revers de la médaille, ce côté technique chez Moreau. Mais une fois qu'on a l'idée de la composition, comment y ajouter ces éléments qui lui donneront un sens, qui la rendront en quelque sorte parlante pour le spectateur, car tel est son but. Dans une phrase célèbre à Joséphin Péladan, dans les années 1880, il exprime cette idée qu'il veut ajouter des détails augmentatifs selon que l'idée, pour ces 200 œuvres posthumes, selon l'idée qui lui vient en quelque sorte. Car je veux que mon art apparaisse tout d'un coup et tout entier un moment après ma mort. Pour le tableau du triomphe d'Alexandre, un de ses grands amateurs, Anthony Roux, lui a demandé, au temps où il peignait Jupiter et ses mêlées pour M. Goldschmidt, de lui céder ce tableau ou de lui en faire une seconde version. Moreau a essayé, et pendant que M. Goldschmidt, comme dit Anthony Roux, est à la chasse à la grouse en Bohême, faites pour moi un nouveau triomphe d'Alexandre. Il en a fait un calque, il s'est arrêté là. Et il a signé par 2 fois ce tableau. Au musée Gustave Moreau, il y a peu de tableaux signés. On signe un tableau fini, un tableau qui va à un salon, une œuvre qui va chez un collectionneur. Mais on ne signe pas ce qui est au musée. Il y a au musée plusieurs tableaux signés volontairement, celui-ci, 2 fois même, et également le tableau des licornes qu'Edmond Rothschild voulait qu'il finisse pour lui. Il a dit non, il est fini comme cela, avec ses motifs en quelque sorte dessinés sur les fonds de zones colorées, et il a signé le tableau et il lui a vendu un tableau de salon qui était resté en rade dans son atelier, Moïse exposé, de l'exposition universelle de 78, et on était déjà à la fin des années 80. Donc, que fait-il pour avancer cette composition, commencer dans les années 1872-75 peut-être, et achever seulement autour de 1890. Alors, il a bien entendu sa bibliothèque, les musées, les estampes indiennes de la Bibliothèque nationale, et à la différence du tableau que je vous ai montré, où le modèle du monstre était d'un pays sans aucun rapport avec le sujet, mais ça ne l'a pas gêné. Et ici, toute l'iconographie est indienne, mais il n'a aucun souci de la chronologie. Il se veut, comme disent ces cartes de visite qui sont conservées au musée, il se veut peintre d'histoire, mais il ne cherche absolument pas à faire, comme ses contemporains, de véritables reconstitutions historiques, antiques, médiévales ou orientales. Et vous allez voir quelques-uns des exemples. En 1873,
l'exposition de la collection Chernouski et d'autres objets d'Extrême-Orient au Palais de l'Industrie lui avait donné des idées. Nous en avons d'ailleurs fait le thème d'une exposition il y a presque 20 ans, l'Inde de Gustave Moreau. Il lui donne des idées, il va copier des motifs japonais, indiens, il va surtout feuilleter des albums de photos. Et ici, vous avez à droite ici, vous avez des photos qui ne sont pas celles qu'il a copiées chez Chernouski. À 7 heures du matin, les artistes pouvaient aller au Grand Palais, soit pour copier, soit pour prendre des moulages des statues antiques, des statues japonaises ou chinoises. Et lui, il a feuilleté, lors de cette exposition, des albums de photos. Et ensuite, il en a racheté. Passons à la suite. Voici des vues de temples dont il se sert dans le fond de paysage du tableau du Triomphe d'Alexandre, la suivante. Et en voici une autre qu'il a copiée rapidement en 1873. Et puis, il a fréquenté ces boutiques parisiennes qui vendaient des photos. Et il rachète la photo dont il avait fait le croquis en copiant le titre en anglais en bas. Et d'après la photo, il calque absolument un paysage d'architecture indienne qu'il va reporter intégralement derrière le trône d'Alexandre. La suivante. Là, c'est d'après une photo qu'il représente donc cette architecture indienne que je vous recommande de chercher dans le Triomphe d'Alexandre. Mais dans le Triomphe d'Alexandre, il y a aussi des éléphants. La suivante. Les éléphants, on peut en avoir un chez soi en plâtre de petite taille. On peut en avoir aussi des photos de face, de profil, de côté. Et cela permet ensuite de donner quelques réalités aux études d'éléphants que l'on peut faire, ou bien encore, lorsque l'éléphant est de face, le voilà, il suffit de le calquer à l'envers pour en faire un nouvel éléphant. Le voici encore. Et le suivant, voilà la troupe d'éléphants à gauche, caractéristique, non pas d'animal, mais de l'Inde, du roi Porus au IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais bien entendu, dans ce tableau, il n'y a pas que des éléphants éternels, intemporels, qui ne portent aucune date avec eux. Mais il y a aussi le roi Porus et toutes sortes de personnages qui l'accompagnent et pour lesquels il se sert de documents pris à la Bibliothèque nationale dans des gravures du XVIIIe siècle qui font partie d'un ensemble de 4 volumes et qui lui donnent des poses, des visages de figures indiennes. En voici une, il a marqué volume 1, je vais peut-être vous retrouver le titre de cet ouvrage, c'est l'histoire et les figures des dieux des Indiens et la théogonie des Malabariquois, un ouvrage en 4 volumes de miniatures indiennes rapporté au XVIIIe siècle par le colonel Gentil. Et donc, il a donc des indiennes du XVIIIe siècle, et je ne sais plus ce que j'ai mis après, indépendamment de tout cela. Ces indiennes, il va les mettre en groupe, et vous voyez qu'il utilise même le papier calque pour modifier sa composition en bas de ce tableau. Par-dessus, même la première signature qui l'oblige à une seconde signature afin de dire que ce tableau est bien fini. Et le voilà fini avec toutes ces architectures de tous les siècles, au-dessus de la figure d'Alexandre sur un trône extraordinairement haut. Vous voyez une divinité
Jain, d'après une photographie de Czerniawski, calquée quasiment à l'identique du dessin qu'il en avait fait, et c'est une œuvre du XIe siècle. Donc vous avez des temples de toutes les périodes, du 5e siècle, du 8e siècle, vous avez Khajuraho, et tous ces temples sont mêlés dans une montagne lumineuse et qui domine la Seine, où au premier plan, sur le rouge prévu dès l'origine, le roi Porus est en train de se faire, de reconnaître la gloire et la victoire d'Alexandre. Donc ici, l'un de toutes les époques est mêlé à un sujet de l'Antiquité grecque. Et ce jeu d'une absence de recherche systématique de reconstitution historique est tout à fait caractéristique de ce domaine du rêve, de ce domaine de l'évocation qui est le propre de Gustave Moreau. Et donc, les quêtes comme celle qu'a fait Louisa, ou celle que j'ébauche très rapidement ici devant vous, sont chaque fois riches en découvertes sur la connaissance immense que Gustave Moreau avait de l'univers visuel disponible à l'époque, lui qui, bien entendu, n'a jamais été aux Indes, comme on vous l'a dit. Merci. Merci beaucoup.